Bonjour et bienvenue à cette nouvelle présentation de webinaire sur la plateforme autosphère.ca. Aujourd'hui, on va parler de ressources humaines avec Danielle Lechasseur, directrice générale du CSMO Auto. Bonjour Danielle, bienvenue Bonjour, sur Michel. notre petit plateau. Merci de l'invitation. Bon, tout d'abord, explique-moi un peu, qu'est-ce que c'est le CSMO par rapport à notre industrie automobile? Bien, en gros, le CSMO, on a quelques mandats, là. Dans un premier temps, on est là pour aider l'industrie sur le développement des compétences de main-d'œuvre, pour soutenir les entreprises et les travailleurs à aller chercher de la formation et à se développer. On est là aussi pour soutenir les employeurs au niveau des ressources humaines. On ne va pas directement dans les entreprises, mais pour développer des outils, entre autres, pour les aider dans leur gestion. Puis aussi, l'autre volet qu'on a beaucoup, c'est l'information sur le marché du travail. Donc, on a le mandat, nous, de documenter qu'est-ce qui se passe dans l'industrie automobile. Donc, c'est quoi les gros enjeux, les métiers qui sont en priorité, de manque de main-d'œuvre. Donc, on a beaucoup d'informations à aller chercher pour faire un petit peu le pont entre l'industrie et les enjeux gouvernementaux. OK. Fait que vous êtes l'intermédiaire entre le gouvernement Bien, en quelque sorte. et l'industrie. Donc, ça demande une collaboration de l'industrie aussi, là, quand vous avez besoin de données, de statistiques, d'avoir des chiffres un peu pour avoir le portrait de la main-d'œuvre. Bien sûr, évidemment, parce qu'on ne peut pas, nous, inventer les problèmes, là, quand on les connaît un peu. Mais si je dis à l'industrie, c'est quoi vos plus grands enjeux? Si on me dit je manque de main-d'œuvre, ça, je pense qu'on le sait. Oui. Il faut aller un petit peu plus loin. Donc, c'est sûr qu'on a besoin d'avoir autour de nous des partenaires. Tu sais, on a déjà la chance au conseil d'administration du CSMO d'avoir tous les grandes associations de l'industrie, que ce soit patronales ou syndicales ou même des observateurs, comme entre autres le ministère de l'Éducation. Donc, tous ces gens-là collaborent pour aller chercher de l'information sur le terrain. Oui. C'est important de faire remonter l'information. Par exemple, si on dit, je ne sais pas, on manque de carrossiers au Québec, bien nous, il faut dire comment ça se fait, pourquoi, il faut aller chercher l'information, il en manque combien, dans quelle région on en cherche le plus. Il faut avoir cette information-là pour pouvoir trouver des pistes de solutions qui vont nous permettre d'agir dans l'industrie. Puis, il tombe aussi des solutions concrètes. On va y revenir tantôt, mais les démarches donnent des résultats qui aident justement l'industrie à progresser. Bien, tout à fait. Tu sais, quand on fait des études comme ça, c'est sûr que ça nous sort les enjeux, les priorités, ça nous fait voir aussi les pistes d'action parce que les partenaires, on ne prend pas ça en l'air, les partenaires de l'industrie s'expriment sur leurs besoins, les entreprises s'expriment aussi. Fait que c'est à partir de ça que nous, on est en mesure de mettre en place des plans d'action puis trouver des pistes de solutions qui nous permettent d'aller chercher des fois des subventions puis d'autres fois de créer des partenariats pour venir résorber certains enjeux en particulier. Oui. Donc, les entrepreneurs, les propriétaires d'ateliers, des distributeurs et tout, quand ils reçoivent des sondages, CSMO Auto ont intérêt à répondre pour faire avancer. Nous, on est payé à temps plein pour leur rendre ce service-là. Excellent. Fais-moi un peu l'état de la situation au niveau de la main-d'œuvre dans notre secteur. Tout le monde parle de pénurie, manque, rareté. Qu'est-ce qu'il y en est présentement? Bien, c'est vrai qu'on est en rareté de main-d'œuvre partout au Québec, puis dans notre industrie encore plus. Ce qu'on voit principalement, c'est que les personnes sont en emploi déjà, puis celles qui ne sont pas en emploi, bien, sont rares. Alors, tu sais, il y a des nouveaux bassins de main-d'œuvre qui s'offrent aux entreprises pour pouvoir recruter. Je pense entre autres aux personnes immigrantes. On a entendu d'ailleurs le gouvernement de la CAQ proposer un plan d'action pour justement la main-d'œuvre, puis mettre de l'argent, injecter de l'argent dans certains volets en particulier. Je pense entre autres, bon, immigrants, c'est sûr. On a juste, dans notre industrie, on vient de finir une étude, on a à peu près 9 de personnes immigrantes. Les femmes, on a 17 de femmes seulement dans notre industrie. Et on a un taux de roulement assez important là, de 52 Donc, ce qui est important, c'est d'aller chercher la main-d'œuvre là où elle est. J'en parle un petit peu d'ailleurs dans ta chronique qui va être publiée dans la prochaine édition du carrossier, l'édition du mois de mai. Exactement. Je trouve ça important d'en parler parce que je ne suis pas sûre que nos employeurs en entendent souvent parler. Puis c'est important de dire que le gouvernement va les aider aussi financièrement s'ils veulent aller chercher de l'aide, par exemple, dans les centres locaux d'emploi, pour avoir des programmes qui s'offrent à eux, des subventions. Mais entre autres, bon, on parle des personnes immigrantes, des femmes, il y a les personnes de 60 ans et plus aussi. Hein? 60 ans aujourd'hui, c'est jeune, bien, je sais que tu n'as pas 60 ans. Merci. Mais quand même, ça, c'est... Pas encore. C'est ça, c'est encore jeune. Ces gens-là sont encore capables de servir, d'être utiles. Je m'en souviens de ça. Mais c'est bon. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, c'est des gens qui ont déjà un bagage d'expérience et qui peuvent encore servir des employeurs, évidemment.
Puis aussi, bien, il y a des personnes handicapées. Mm-hmm. Donc, les personnes handicapées, là, évidemment, dans notre industrie, il y a des compétences physiques. Là, Oui, il y a des contraintes. Là. Il y a des contraintes, mais il y a des gens, des jeunes employeurs qui m'avaient fait part d'avoir embauché quelqu'un qui a un petit peu d'autisme, puis qui l'avait fait travailler au niveau de l'inventaire, place des outils. C'est des gens qui peuvent être très performants, sont très contents. Puis, il doit y avoir des programmes, de toute façon, pour aider l'intégration de ces travailleurs-là sur le marché du travail, même dans notre réalité d'atelier. Absolument. Mais ce qu'il faut comprendre peut-être de ces quatre bassins-là, c'est qu'on n'a plus de la main-d'œuvre abondante. Mm-hmm. Donc, les employeurs n'ont pas le choix de se retourner vers de la nouvelle main-d'œuvre que c'est dans ces bassins-là, ou sinon, vraiment d'optimiser l'équipe qu'on a en place, leur offrir de la formation. Oui. Mais ça, on peut en parler plus spécifiquement, parce que là, on fait l'état de la situation, on a le portrait de ce qui se passe dans l'industrie. On va rentrer plus dans les ateliers. Parce que ce qu'on se disait tout à l'heure en préparant l'entrevue, c'est bien beau de recruter des gens, mais si on pouvait conserver les gens qu'on avait, ça serait un effort un peu moindre. Là. En fait, ça demande du travail, mais c'est beaucoup moins exigeant que de toujours être en train de recruter du nouveau monde. On parle de créer, là, être plus attractif, plus flexible. Explique-moi un peu qu'est-ce que tu sous-entends par ces notions-là. Bien, en fait, on a tous, je pense, tous les entreprises, les employeurs, les organismes qui gravitent autour de l'industrie, les associations. Il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue là, pour donner une plus belle visibilité à l'industrie. Puis à nos métiers, les valoriser, nos métiers. Ça, c'est super important. Ça part de là parce que si on ne valorise pas assez nos métiers, puis si on ne présente pas les atouts de l'industrie, les chercheurs d'emploi ont tellement de possibilités présentement qu'on n'arrivera pas à être aussi attractif qu'on souhaiterait. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a des gens qui ont fait des choix de venir dans notre industrie, bien évidemment, il faut les garder. Donc, tout passe par l'accueil, l'intégration en milieu de travail, puis d'offrir à ces gens-là des perspectives d'avancement dans l'entreprise. Je ne veux pas dire par là, hiérarchique, là, je ne veux pas dire de leur donner des postes de direction, tout ça, mais au moins les former, leur donner une possibilité, dans le fond, de grandir dans leur métier, puis de faire des tâches pour lesquelles ils ont été formés, puis qu'ils ont le goût de se former encore. C'est intéressant, d'ailleurs, on a une question qui vient de rentrer sur ce point-là tout spécifiquement. Quand on dit l'accompagnement puis le développement des ressources, j'entends parler de plan de développement des travailleurs. C'est quoi au juste? Bien, en fait, grosso modo, c'est que quand on embauche une personne, d'abord, il faut savoir dans notre entreprise, quand on veut aller recruter, on veut recruter qui? Il faut que la personne qu'on va recruter s'additionne à l'équipe et qu'elle soit complémentaire. Puis à partir de là, il faut se faire une tête sur cette personne-là, qu'est-ce qu'on lui offre comme plan de développement dans l'entreprise. Dans le fond, c'est un peu ça, c'est-à-dire, au niveau de l'accueil, lui faire un plan d'accueil qui est convenable, lui assigner quelqu'un qui peut l'aider dans l'entreprise. Si on appelle ça un compagnon, un coach, peu importe, un mentor. Puis après ça, c'est de lui permettre d'aller chercher de la formation. Parce que souvent, les entreprises ont tendance à envoyer qu'une seule ou deux personnes en formation, mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça avec les enjeux technologiques qu'on a. Donc, c'est de permettre aux gens d'avoir un plan de développement qui lui est propre, en fonction aussi des besoins de l'entreprise, bien sûr, mais plus on va former nos gens, plus on va leur donner accès à de la formation. Puis bien entendu, plus ils vont être performants et plus aussi l'entreprise va en bénéficier en termes de productivité. Ce qui est intéressant, ce qui nous apporte à l'autre point dont on voulait discuter, c'est la reconnaissance de l'importance du DEP. Il y a encore une grosse partie, la vaste majorité des techniciens qui sont dans nos ateliers n'ont pas nécessairement une formation de base. Là. Bien, malheureusement, on constate dans les dernières années, il y a des données qui sont sorties là-dessus, entre autres par les comités paritaires, qu'il y a à peu près 70 de la main-d'œuvre qui rentre présentement qui n'ont pas de formation initiale, qui n'ont pas de DEP. Ça nous préoccupe parce qu'on se dit, bon sang, avec les technologies d'aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas un peu de formation, qu'est-ce qui va arriver dans 5 ans, entre autres? C'est de la courte vue un peu. Donc, il faut développer nos gens. Puis, dans les centres de formation professionnelle, il y a déjà des étudiants qui sont inscrits là, qui ont choisi de travailler dans notre industrie, qui peuvent venir dans l'entreprise par des stages, entre autres. Puis c'est un potentiel de travailleurs super intéressant. Ça me fait sourire. D'ailleurs, j'étais, juste une petite anecdote comme ça, la semaine dernière, j'étais à l'école de l'équipement des métiers motorisés, qui faisait une porte ouverte pour les carrières. Puis, ici, même à Montréal. Puis, il y a 20 ans, moi, je me souviens, quand j'ai commencé, il y avait des listes d'attente d'employés, d'étudiants, c'est-à-dire qu'ils voulaient s'inscrire dans les programmes, puis on n'avait pas assez de place pour toutes les accueillir. Puis on manquait d'employeurs qui étaient dans la salle pour venir les rencontrer, leur offrir des jobs. La semaine passée, il y avait une liste d'attente d'employeurs, puis c'est vrai, là, ils ne pouvaient pas tous être là présents. Il manquait d'espace, puis il y a moins d'élèves. Il y a plus de kiosques que d'étudiants. C'est comme inversé, c'est juste pour dire. Mais il y a quand même un potentiel là qui est intéressant. Alors, il faut permettre à ces gens-là d'intégrer l'industrie. Puis quand on parle de rendre le secteur attractif aussi, il ne faut pas oublier que
c'est pas juste notre industrie qui attire les nouveaux talents. Il y a aussi la construction, il y a aussi là, les services de santé et tout. Il faut être attractif en dehors aussi de notre industrie. Ouais, c'est très bien que tu le soulignes, Michel, parce qu'on voit présentement que la concurrence n'est pas dans notre industrie. Ouais. On voit des secteurs comme la construction, pas le nommer, les TI, la santé, ils ont énormément, je regarde juste même au niveau de l'aérospatiale, si vous voyez les sommes d'argent que ces industries-là injectent en promotion et en valorisation, c'est assez impressionnant. Donc, l'industrie doit se mobiliser. Nous, au comité sectoriel, on dit souvent, faut vraiment que l'industrie fasse la promotion de l'industrie avec un grand I, ça presse, parce qu'il faut être attractif. Puis il faut que les gens se fassent confiance. Des fois, on voit les employeurs qui veulent recruter, puis ils ne mettent pas ça en valeur. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils offrent aux employés? Oui, parce que d'afficher un poste de mécanicien, bon, c'est mécanicien, mais encore. Qu'est-ce que ça suppose? Qu'est-ce que j'offre? Qu'est-ce que je donne? C'est quoi les avantages? Il faut le faire voir, il faut le faire savoir. Fournir l'équipement, fournir la formation, en fait, bref, que ça soit plus attrayant, puis qu'il y ait une possibilité d'avoir une carrière dans l'industrie. Oui, puis, tu sais, il faut être conséquent aussi. C'est que si on fait quelqu'un pour changer faire des changements d'huile, bien, elle n'est pas affichée qu'on veut un poste, un technicien super développé, qui a des compétences technologiques, parce que là, vous allez savoir l'employé. Il faut vraiment annoncer ce qu'on vend aussi. Oui. Non, c'est ça que les bottines suivent les babines, comme on dit. Exactement. Comme on dit. Il y a un élément que je vais aborder aussi, c'est quand on parlait des applications concrètes de votre travail, le programme de reconnaissance là, des acquis, justement dans l'obtention d'un DEP. Il y a un projet présentement en cours, là, c'est des centaines, je pense, de techniciens là, qui vont pouvoir bénéficier, être reconnus là, grâce à ce programme-là. Explique-moi davantage. Bien, en fait, c'est dans le secteur de la carrosserie. Donc, comme tu sais, Michel, il y a le programme iCar qui existe au Québec, là, en Amérique du Nord, mais au Québec notamment. Par le passé, on a traduit des formations justement pour les rendre disponibles en français, mais on sait que les travailleurs doivent avoir une certification platine et l'employeur veut un Gold Class. Donc, tu sais, le projet RAC, dans le fond, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il permet de reconnaissance des acquis de compétences, donc RAC. Ça permet à un travailleur d'aller chercher son DEP. Donc, les travailleurs, ils ont de l'expérience, ont déjà depuis quelque temps pratiqué leur métier. Donc, pour eux, souvent, c'est quelques heures seulement de formation qu'ils vont avoir de besoin pour compléter, aller chercher leur DEP. Donc, c'est une évaluation qui se fait en milieu de travail. Ça se fait très bien avec un centre de formation professionnelle. Et nous, on a obtenu une subvention justement pour être capable d'aller chercher peut-être un 200 techniciens là, à qui on donnerait le DEP. Puis ce que ça va faire concrètement, bien, d'une part, c'est valorisant d'avoir une formation, puis c'est toujours une base utile pour notre progression dans le métier. Mais c'est qu'aussi, ça va venir pallier aux besoins de formation par rapport à iCar. iCar, le programme reconnaît à quelqu'un qui a un DEP déjà plusieurs heures de formation. Donc, on trouvait que c'était un bon complément au programme qui existe. Donc, c'est ça, on a eu une subvention. Alors, on peut faire 200 techniciens, puis il y a une petite partie là, pour l'adaptation de formation qu'on doit faire parce qu'il y a des gens, là, évidemment, qui ont besoin de plus de formation, un peu. Mais donc, ça devient possible. On a vu déjà certains travailleurs qui ont fait le processus être très contents. Là. Ça peut être des travailleurs de longue date aussi, que ça fait longtemps qu'ils sont dans l'atelier, puis les tâches, ils les font, mais des fois, une mise à jour des compétences, aller chercher un diplôme, c'est quand même un document qui te permet de tirer une certaine fierté de ton travail. Là. Oui, puis aujourd'hui, on ne peut plus penser valoriser un métier sans parler de formation de base. C'est incroyable. T'sais, la formation au DEP est super importante. Des fois, on pense dans l'industrie que c'est pas toujours à jour, mais c'est pas vrai. Les DEP sont très à jour. On est en train de refaire le DEP en carrosserie. Alors, les DEP sont à jour. C'est des gens compétents qui leur enseignent. Il y a des opportunités, oui, de reconnaissance des acquis, mais aussi de stage directement en entreprise. Puis ça, pour l'employeur, c'est génial. Présentement, il y a des subventions même qui s'offrent pour les employeurs qui veulent accueillir un stagiaire qu'on appelle en stage accru. Donc, qui va faire un petit peu plus de 20 de sa formation directement en entreprise. Ça, c'est champion parce que d'une part, l'employé peut déjà voir s'il aime ça, puis de voir c'est quoi un contexte de travail qui est réel, puis l'employeur le voit aller. Donc souvent, c'est un bon jumelage qui se fait déjà. L'entrepreneur dans l'après-marché, il s'informe où pour avoir accès à ces programmes-là, avoir l'information? Bien, écoutez, moi, premièrement, nous, sur notre site Internet, on a une panoplie d'informations. On est disponible pour en donner aussi. Je sais aussi que les associations, il y a certaines associations, dont l'IA, entre autres, qui sont très proactives. La CCAQ, la même chose, sur le terrain, dans les centres de formation directement. Au centre de formation le plus près de chez nous. Il y en a quand même plusieurs des centres de formation au Québec qui offrent les programmes qu'on couvre dans l'industrie. Il y en a comme 54 au moins. Les entrepreneurs peuvent s'informer pour aller voir. Ils peuvent s'informer, puis c'est ça. Une question justement qui vient d'un auditeur.
Si je pousse la reconnaissance des acquis, que mon travailleur obtient un DEP, est-ce que je dois le payer plus cher? Bon, c'est sûr que la question se pose, on la voit venir. Bien, c'est évident. Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, puis de toute façon, quand quelqu'un est formé, c'est sûr que sa valeur s'accroît. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le payer beaucoup plus? C'est pas moi qui peux décider l'échelle salariale d'une entreprise, mais c'est sûr que la qualification, elle a un prix. Oui. Je pense que quelqu'un qui a un DEP, quelqu'un qui se forme, quelqu'un qui est proactif à se développer, apporte une plus-value aussi à l'entreprise. Donc, l'employeur, pour être concurrentiel, évidemment, il faut quand même qu'il augmente un peu ou qu'il lui donne un plus pour le c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Puis, tu sais, c'est important que l'employeur comprenne aussi, si vous ne le formez pas, il va arriver quoi? Oui. Tu sais, la clientèle, moi, savoir que quelqu'un qui répare mon véhicule n'a aucune formation, bien, je ne sais pas. Je sais pas qu'est-ce que ça me fait comme consommateur. Je pense que c'est important. Puis, nos travailleurs, bien, si on veut les garder, avec un 52 de roulement, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose qu'on fait qui n'est peut-être pas optimal. Oui. Donc, tu sais, l'accueil, l'intégration, la formation, c'est les bases pour... Oui. Mais je trouve ça intéressant, on n'en avait pas parlé au préalable, mais la nouvelle génération veut évoluer dans son emploi. Elle veut des nouveaux défis, elle veut apprendre des nouvelles choses. Fait que souvent, j'entends des techniciens se plaindre, bien, moi, ils me font faire des tâches répétitives de contraintes à changer de l'huile, faire des freins. Il faut ouvrir aussi la possibilité d'évoluer dans son emploi. Oui, absolument. Puis, tu sais, les perspectives d'avenir puis les possibilités d'avancement sont importantes. Puis nous, on le fait, quand on fait la promotion des métiers, c'est que, tu sais, d'un côté, on dit l'automobile est rendu super technologique, on veut des gens high-tech. Ça attire une catégorie de jeunes qui veulent venir travailler parce que c'est technologique, mais en même temps, ce n'est pas ce qu'on leur fait faire nécessairement. Donc, il faut faire attention au double discours. Mais effectivement, je pense que pour les jeunes, de savoir que dans une entreprise, tu vas pouvoir, pas juste faire des changements d'huile. Ouais. Quand quelqu'un qui est étudiant en mécanique, tu arrives dans l'industrie, tu as fait un DEP, tu t'attends à faire quand même... À toucher à tout. On comprend, là. Puis je comprends les employeurs qui vont dire, oui, mais il faut quand même qu'ils commencent puis qu'on le voie y aller un petit peu. Je comprends ça. Mais il ne faut pas qu'ils restent tagnés dans des tâches qui sont peut-être pas à la hauteur de ses attentes. Pas stimulant. Ou sinon, bien, que l'employeur joue franc jeu avec lui en disant, bien, écoute, tes 6 premiers mois, c'est sûr qu'on ne pourra pas te faire faire telle tâche, mais on te promet qu'en te voyant aller, on va t'offrir la possibilité de faire plus de tâches, d'être plus diversifié. Puis d'arriver là où tu veux évoluer. C'est une valeur ajoutée aussi pour l'employeur. Tu sais, d'aller chercher des compétences, soit aller chercher de l'efficacité, soit aller chercher de la rapidité, une meilleure compréhension des réparations, des diagnostics à faire sur les véhicules. Oui. On voulait parler d'être attractif, mais aussi être innovateur au niveau du recrutement puis de la recherche de nouveaux talents. Tu avais un exemple, je pense, dans l'industrie du pneu, de 2 régions qui se sont complétées là, récemment. Oui, tout à fait. Bien, dans le secteur du pneu, on connaît là, évidemment la tension qui existe pendant les 6 semaines, là, surtout pour les pneus d'hiver. Oui. Et il y a des employeurs de la région de Montréal, on a entendu dans les médias là, qui manquaient de main-d'œuvre, donc ils sont allés chercher de la main-d'œuvre dans une région où eux, leur rush était déjà passé. Mm-hmm. Je pense, tu sais, Saguenay, Abitibi, Bas-Saint-Laurent, c'est sûr que les pneus d'hiver, là, on les met en septembre, tu sais, je sais pas, on les enlève au mois de juin. Là. Donc, eux, leur rush est passé. Donc, cet entrepreneur-là est allé en chercher. Il a fait un prêt de main-d'œuvre. Ça s'est super bien passé. Alors, quand on parle d'innovation, c'est un peu ça. C'est qu'étant donné que le bassin de main-d'œuvre est réduit, bien, puis surtout dans un secteur comme les pneus où c'est quand même ponctuel, on ne peut pas toujours garder les employés qu'on embauche toute l'année. Donc, il faut trouver des façons d'être attractif. Puis je pense qu'entre employeurs, on commence à comprendre ça, qu'on peut se prêter, on n'est pas des concurrents, on peut s'entraider. Ça aide toute l'industrie. Et ça permet de former puis de garder de la main-d'œuvre active aussi pendant ces périodes-là. Puis de plus en plus compétente parce qu'elle aura fait plus d'heures, elle aura fait beaucoup plus de travail sur les véhicules. Absolument. Intéressant. On a fait le constat. On a parlé un petit peu de l'importance d'être attractif, d'aller voir d'autres sources d'approvisionnement au niveau de la main-d'œuvre. Puis de trouver des trucs aussi pour les conserver, ceux qu'on a, les valoriser, en les stimulant, par exemple, à les porter, à aller chercher une reconnaissance qui va leur permettre d'avoir une diplomation. Parlons un petit peu de l'avenir. On parlait un petit peu des travaux que vous faites au niveau du CSMO. Il y a une étude là, sur l'impact de la numérisation sur lequel vous travaillez présentement. Donne-moi un peu plus de détails. C'est l'impact du numérique. Dans le numérique, on entend par ça les technologies, finalement. C'est l'impact des technologies, là, grosso modo, sur... Nos entreprises puis sur notre main-d'œuvre. Dans le fond, ce qu'on veut faire, puis ce qu'on veut savoir, c'est qu'on parle de plus en plus d'avancées technologiques, puis on manque de main-d'œuvre. Donc, c'est de voir de quelle façon ces nouvelles technologies-là, actuellement, influencent le marché du travail,
et l'organisation du travail à l'intérieur des entreprises. Donc, quel est leur impact? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Puis maintenant, comment on peut faire pour, dans le fond, travailler pour réduire cet écart-là de compétences par rapport aux technologies. Là, grosso modo, c'est ça. Là, je te le résume. Puis l'aboutissement, ça peut être un programme, un projet, une subvention, quelque chose là, qui pourrait permettre de dire, bien, regardez, là, il y a des scans qui arrivent maintenant dans la carrosserie, il y a le diagnostic électronique en mécanique. Bon, il y a un besoin, on a identifié avec cette étude-là qu'il y avait des besoins. Donc, on peut peut-être voir un programme spécial de formation technologique pour former des whiz en électronique, en informatique, pour nous aider à faire des bons diagnostics. Bien, nous, ce qu'on voit en fait dans ce projet-là, c'est que ça nous permet de faire le tour complet de l'écosystème de formation. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que ça commence à l'école, donc dans nos DEP, jusqu'à ce que quelqu'un soit en milieu de travail, peut-être même un spécialiste. Donc, ce qu'on veut voir, c'est que quand on parle des compétences de base, entre autres, savoir lire, écrire, de plus en plus avec les technologies, on n'a pas le choix. Que tu vas aller sur Internet, des shops manuels qui sont électroniques, enfin, les gens connaissent ça, là, on doit faire du diagnostic, donc il faut utiliser des nouveaux outils. Pour être capable de le faire, ça prend des compétences de base. Avec nous, on veut voir jusqu'où ça se rend. Dans le fond, on part nos gens de où, donc ça peut même affecter éventuellement notre recrutement, la sélection de la main-d'œuvre, jusqu'à la formation. Donc, si on se rend compte, par exemple, que l'impact des technologies tellement grand que présentement, notre industrie est essoufflée, qu'elle n'est pas capable de suivre le rythme, bien nous, on va se retourner bord, on va savoir quelle piste de solution qu'on peut trouver, puis comment on peut faire, de quelle façon on peut aider ces entreprises-là à aller rattraper, dans le fond, cet écart-là. Alors, c'est sûr que l'étude va être très déterminante, surtout qu'on l'a fait à peu près dans plusieurs régions du Québec, là, pas seulement à Montréal, là, dans des régions plus éloignées aussi. Et on l'a fait dans différentes entreprises, autant du secteur de la carrosserie que de la mécanique. Puis on va aller voir autant les employeurs, les travailleurs, des organismes, des manufacturiers. On fait un tour complet là, des intervenants en formation et des utilisateurs de la formation pour voir vraiment c'est quoi l'impact. C'est important parce que c'est l'avenir. L'impact, on le sait, là, les technologies, ça n'arrêtera pas, ça continue. On parle maintenant des véhicules électriques. Il y a énormément de volets, de facettes qu'on ne sait pas l'impact actuel que ça a eu sur notre main-d'œuvre. L'industrie progresse, par exemple. Je sais que les réseaux vont offrir de la formation complémentaire. Je sais que les programmes aussi sont revus. Les programmes en électricité, par exemple, qui ont été ajoutés là, récemment ou à l'essai pour justement faire évoluer là, la formation des techniciens qui vont ensuite venir sur le marché du travail. Mais c'est en continu. Hein? On ne peut pas arrêter. Hein? Dans l'industrie automobile, comme dans d'autres industries, avec les technologies, c'est toujours de la formation en continu. Alors, les constructeurs sortent des nouveaux modèles à tous les ans avec un nouveau gadget électronique. On n'a pas le choix. Là. À un moment donné, l'après-marché va devoir savoir gérer et réparer ça. Là. Ah bien, ça affecte tout le monde, c'est sûr. Là. Il y a un autre projet sur lequel vous travaillez, c'est celui sur, c'est intéressant ça aussi, travailleurs saisonniers dans le secteur du pneu. Parce que ça aussi, comme s'il y a de la pression. Là. Surtout que le délai va être raccourci l'année prochaine, là, ça va se bousculer aux portes. Bien, c'est sûr que le gouvernement du Québec, à partir du moment où ils ont mis une date comme ça pour changer obligatoire les pneus, ça a mis une pression sur l'industrie. On l'a vu souvent dans les médias cette année, là, que des entreprises s'exprimaient sur le problème de main-d'œuvre qu'ils avaient. Donc, nous, on a eu une demande d'aide des associations, dans le fond, qui sont affectées par ça, pour dire de quelle façon vous pourriez nous aider. Il faut faire quelque chose. Au départ, ils pensaient qu'on pourrait peut-être aller chercher de la main-d'œuvre étrangère, se prêter de la main-d'œuvre d'un secteur à l'autre. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à regarder ça, puis on s'est rendu compte qu'il existe un chantier de la saisonnalité au Québec avec différentes industries. Et le gouvernement collabore présentement à ce chantier-là. Puis pour que nous, on puisse s'y intégrer, s'inscrire là-dedans, bien, il faut qu'on soit capable de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre cas. Donc, entre autres, on nous demandait, on parle de combien de travailleurs à aller chercher? On parle de 100 travailleurs, 200, 3000? C'est quoi le volume que ça représente? C'est quoi les tâches de ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font au quotidien concrètement? Parce que si on veut avoir, mettons, un travailleur qui travaille dans le tourisme à réparer des remonte-charges, là, je sais pas, est-ce qu'il peut faire le travail de pneus? Alors, on est tout en train de regarder ça, des prêts de main-d'œuvre. Enfin, on va explorer là-dedans, d'une part, la réalité. Donc, on va dresser le portrait, identifier le besoin de l'industrie,
Puis à travers ça, après, bien, on va regarder quelles sortes de pistes d'action qu'on peut mettre en place, là. Puis rapidement, parce que... Mais Daniel, ça peut être réaliste qu'il y ait un mouvement de main-d'œuvre comme ça, saisonnière, qui passerait d'une industrie à l'autre? Bien, c'est ce qu'on essaie de regarder. Puis on n'est pas les seuls, là, comme je le dis. Plusieurs industries commencent à regarder vers ces possibilités-là parce que, vous savez, l'agriculture, je pense que c'est l'exemple que tout le monde connaît assez bien. Là, pendant une période de temps, ils viennent faire la récolte. Bon, là, on se demande est-ce qu'après, ces travailleurs-là pourraient servir dans d'autres industries. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Mais je pense qu'il y a quand même là une piste intéressante d'action. Et d'ailleurs, le gouvernement est bien concerné dans cette direction-là. Bien, tout à fait. C'est intéressant, tourner gagnant. C'est une main-d'œuvre qui est là, qui pourrait être utilisée à meilleur escient aussi, puis faire bénéficier plus notre économie, puis répondre à une des parties de la nécessité de trouver des employeurs. Oui, puis il faut dire aussi que même nous, nos entreprises vont devoir aussi être assez proactives là-dedans, aller chercher peut-être de l'aide un peu, parce que c'est un cas de gestion assez particulier. Je comprends que pour les employeurs, il y a de quoi s'arracher les cheveux, là, parce que déjà, on a beaucoup de consommateurs, beaucoup de pneus à changer. Puis là, en plus, il faut le faire dans un laps de temps plus raccourci, avec moins de monde. Donc, c'est sûr qu'il y a un enjeu puis un impact. Donc, trouver des solutions tout seul, c'est pas évident. Ils ont besoin d'aide là-dedans, un bon support. Là. En conclusion, on a notre sommet Solutions RH qu'on va présenter là, à la fin du mois de mai à Boucherville, où tu as été invité, évidemment. Tu vas prendre la parole. Dis-moi pourquoi ce serait important pour les gens qui nous écoutent de participer à cette rencontre-là. Bien, on vient de le dire, hein, tout le monde vit la même situation présentement dans notre industrie. Puis moi, ce que je pense, c'est que quand on est pris au quotidien dans les opérations, on n'a pas beaucoup de recul. Puis ce recul-là, des fois, il est important. Puis je pense que le sommet RH donne une bonne plateforme pour faire ça. Donc, prendre un peu de recul, de venir entendre des conférenciers qui parlent de solutions concrètes, là, parce qu'on n'est pas dans l'abstrait, là. C'est vraiment, on essaie toujours d'avoir là des conférenciers qui amènent des solutions, qui proposent des outils pour aider les employeurs. Fait qu'on peut partir de là avec des trucs un petit peu mieux outillés. Puis cette année, le thème, c'est l'expérience employée. Puis l'expérience employée, bien, on trouve ça important parce que tantôt, je donnais là, le chiffre de 52 de roulement. Après un an, 52 après? Bien, en 52 total, je pense que c'est 45 à l'intérieur de la première année. Enfin, bref, on n'est pas loin de la catastrophe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même un enjeu important qu'il faut quand même adresser. Puis il faut trouver des solutions. Puis je pense que dans une activité comme un sommet RH, d'être capable de parler de la situation de la main-d'œuvre, puis d'être capable d'écouter, d'entendre ce que les autres ont à dire, puis aussi de faire parler les gens, qu'eux autres nous disent aussi leurs préoccupations. Ça permet collectivement d'amener quand même une valeur ajoutée. Moi, je vois souvent des entreprises qui disent « Ah, j'ai pas le temps de sortir, j'ai pas le temps. » Parce que je manque de main-d'œuvre. Bien, je manque de main-d'œuvre, c'est un cercle vicieux, mais je pense vraiment quand même que le réseautage dans ces rencontres-là est fondamental. Puis ça permet vraiment de ressortir de là avec des perspectives différentes, puis à tout le moins avoir des ressources à qui je peux contacter. Parce que je comprends la crainte des gestionnaires des PME de notre industrie de dire, bon, mais les ressources humaines, c'est très théorique, c'est très académique, mais là, vraiment, c'est une approche, qu'est-ce que tu me dis, vraiment là, concrète, des solutions, des trucs, des témoignages d'entrepreneurs qui peuvent trouver des bonnes façons, des bonnes pratiques. Là. Mais on les comprend, les employeurs. Tu sais, aujourd'hui, il faut que tu gères de la clientèle, un volume d'affaires plus important, la main-d'œuvre est rare. Tu sais, c'est pas simple, c'est pas facile. Il y a une pression constante sur eux. On essaie, par le biais d'activités comme ça, d'aller les chercher, de les aider, de leur dire on comprend, on est là pour vous aider aussi. Alors, c'est super important de participer. Puis, c'est important que les employeurs soient de plus en plus proactifs. Tu sais, les solutions, malheureusement, ils n'arriveront pas par magie. Avec les problèmes de main-d'œuvre qu'on a là, c'est sûr que là, il faut aller chercher de l'aide. Entre autres, si tu permets, Michel, je voudrais dire aussi aux employeurs, tu sais, les centres locaux d'emploi, ils sont là aussi pour aider. Je sais, des fois, j'entends des employeurs dire c'est des fonctionnaires, ils ne connaissent pas bien ma réalité, mais c'est pas vrai. Ces gens-là sont là pour aider. Il y a des subventions qui existent pour les entreprises, que ce soit pour la formation, que ce soit pour avoir de l'aide dans l'entreprise, pour venir faire un petit diagnostic, voir, OK, comment je pourrais être plus productif, plus optimiser mon équipe. Ils sont là pour le faire. Ils vont être subventionnés pour ça. Il peut y avoir du coaching RH donné aux entreprises. C'est important d'aller vers des ressources, d'aller chercher, dans le fond, le support qu'on peut obtenir là où il est. C'est un peu... Je vais faire une petite analogie, mais ça me fait toujours penser aux dentistes. Tu sais, tu as mal aux dents, tu mets de l'oragel.
Mais à un moment donné, il faut aller chez le dentiste, il faut passer par... Oui, oui. Tu n'as pas le choix. Puis c'est des spécialistes, chacun est bon dans son domaine. Nous, les gens sont bons avec les autos. Puis à un moment donné, il faut aller chercher du soutien parce que le soutien il est à l'extérieur. Des ressources humaines, là, il y a des firmes privées qui en font, au public, il y a des organismes qui en font. Ils sont spécialisés là-dedans, ils savent comment aider, ils ont des outils. Ouais. Donc, des fois, c'est peu de choses qui vont faire une grande différence là, dans l'entreprise. C'est pas gênant d'aller chercher de l'aide. Bon. Oui. Non, mais je trouve ça important de le mentionner parce que c'est souvent, on peut se plaindre d'une situation, mais à un moment donné, il faut poser un geste. Il faut Ce que poser tu un dis, geste. c'est collaborer aux études que vous leur proposez. Ah oui, ça, c'est puis super ensuite, important. pour vous aider au niveau d'un niveau plus structurel, puis au niveau de l'entreprise même, c'est de dire, oui, j'ai peut-être besoin d'un support et de l'aide. Écoute, si c'est le ton qui va être utilisé pendant ta présentation au sommet RH, ça promet. Oui. Mais tu ne seras pas là à me questionner, ça va être plus. Oui, mais c'est pas grave. Mais regarde, tu as eu la pratique. Oui. Excellent. Moi, j'ai fait le tour des points qu'on voulait aborder. Est-ce qu'il y a des éléments que tu voudrais ajouter? Bien, écoute, non, moi, le seul message, c'est toujours le même. Hein, c'est la main-d'œuvre, prenez-en soin. Vous l'avez dans vos entreprises actuellement. Oui. Ils sont en emploi. Donc, profitez de ces gens-là. C'est ça, exactement. Puis, peut-être leur parler aussi. Hein, tu sais, des fois, prendre le temps de faire le tour de l'équipe. Puis, les employés ont souvent des excellentes idées qu'ils peuvent mettre à contribution. Oui. Donc, tu sais, le climat de travail est super important. Exact. Mais c'est tout. Merci. Bien, merci beaucoup, Danielle. Merci, Michel. Pour nos auditeurs, juste vous dire que le webinaire va être disponible là, sous peu sur la plateforme autosphère.ca. Puis je vous remercie beaucoup de votre attention.